Oui, donc je suis effectivement, je fais partie d'un laboratoire de droit des affaires et des nouvelles technologies. J'ai toujours un peu honte de dire nouvelles technologies, mais il se trouve que c'est un nom que nous avions, qui a été choisi il y a quelques années quand il était courant. C'est un laboratoire où nous abordons de multiples questions de droit sous 4 axes majeurs et dont un des axes vise essentiellement la propriété intellectuelle et le numérique, mais il y a d'autres axes qui visent le marché, les contrats, le droit des affaires, un autre sur les échanges internationaux, les contrats internationaux, les relations internationales, et encore l'arbitrage qui est aussi un axe important de notre laboratoire. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que cette aptitude à pouvoir ainsi aborder de façon très précise différentes facettes du droit nous a permis en fait d'être interlocuteur de projets qui n'étaient pas juridiques mais qui nécessitaient une réflexion juridique. Alors non pas une expertise juridique, il ne s'agit pas pour nous de faire une consultation juridique, mais véritablement penser en amont des questions. Et VDCOM est un des instituts de recherche qui a été porteur d'un projet extrêmement innovant sur les voitures autonomes. Et cet institut est donc venu nous rencontrer pour que l'on voit s'il y avait nécessité de réfléchir en amont en fait, des recherches techniques et s'il y avait nécessité de réfléchir en droit. Et c'est une démarche qui n'est pas propre à la France. On voit qu'effectivement, dans le domaine des voitures autonomes, eh bien, d'autres pays ont eu cette même démarche consistant à, dès en amont, avant même que l'objet technique soit conçu, eh bien, ont songé à réfléchir à l'éthique, à réfléchir au droit. Et finalement, ce dialogue permettait de faire évoluer l'innovation dans un sens souhaité ou souhaitable. Alors, ce rapprochement de VDCOM avec le laboratoire Dante a conduit à identifier des questions qui se posaient. Alors très naturellement, nous avons été sollicités sur le terrain de la responsabilité, en disant nous avons un objet qui sort des voitures telles que nous les concevions jusqu'à présent, puisque cette voiture eh bien, pourra fonctionner seule sans éventuellement un conducteur. Et cette voiture, elle n'est plus construite par un seul constructeur, mais vont intervenir différents corps de métier, si on peut dire, et notamment toute une part logicielle. Ces voitures ne vont plus faire forcément l'objet d'une appropriation, on ne sera plus forcément propriétaire de son véhicule, mais on pourra être simplement locataire, on pourra simplement l'emprunter. Et donc, est-ce qu'il y a là matière à changer notre paradigme au regard de la responsabilité? Et c'est donc cette première question que nous avons explorée. Et en droit de la responsabilité, là aussi, il y a énormément de facettes. Il y a la responsabilité administrative, la responsabilité civile. Dans la responsabilité civile, il y a des sous-catégories de régimes, et puis la responsabilité administrative. Et finalement, on ne pouvait faire l'économie d'aucun de ces pans de réflexion, parce que le véhicule autonome eh bien, questionne tous ces terrains, pose des questions sur tous ces terrains. Alors pour exemple, il s'agit d'un véhicule, donc on se dit naturellement, on a une loi particulière qui s'applique au véhicule, à savoir la loi Badinter, puis il y a une convention internationale, la Convention de Vienne de 1968, qui encadre les questions de responsabilité liées aux accidents de la circulation. Or, en creusant un petit peu, et pas très longtemps, eh bien, on s'est aperçu que déjà, eh bien, il y avait
il y avait une distanciation entre ce qui avait été conçu pour la Convention de Vienne en 1968 et ce que nous étions en train de construire, à savoir une voiture autonome. En effet, si on lit la Convention de Vienne, eh bien, tout tourne autour du conducteur. Et le conducteur, effectivement, est l'élément essentiel du régime. Il ne peut pas y avoir un véhicule sans conducteur. Or, l'objectif des véhicules autonomes, c'est qu'il n'y ait plus de conducteur. Et donc, très vite, ce cadre international qui lie un certain nombre d'États, eh bien, devait être modifié. Et c'est donc une des premières pistes de réflexion qui a été menée. Au niveau français, la difficulté était moindre parce que nous avons une loi, la loi Badinter, une loi extrêmement bien écrite en ce sens qu'elle permet l'évolution sans qu'on ait à toucher au texte. Et pourtant, c'est une loi extrêmement efficace qui a pour objectif d'assurer l'indemnité des victimes d'accidents de la circulation. Pour preuve, cette loi vise effectivement les accidents de la circulation qui sont occasionnés par un véhicule terrestre à moteur, et ce véhicule terrestre à moteur n'est pas défini de façon précise par la loi. On y trouve tout de moins des définitions dans des textes complémentaires relatifs à l'assurance ou au code de la route, et l'on voit que ces définitions sont accueillantes de nouvelles formes de véhicules. C'est tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié par une voie ferrée, par exemple. Ou autre définition, tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur une route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rail. Ainsi, on a donc un objet précis, puisque la loi n'a pas vocation à régir tous les accidents, mais un objet précis qui est ce véhicule et qui va se distinguer avec tous les véhicules fonctionnant sur des rails, tous les véhicules sur des voies propres. Et pour autant, ce véhicule peut prendre des formes nouvelles sans qu'il y ait à toucher la loi. Cette loi s'applique lorsqu'il y a un accident, et un accident, eh bien, un accident de la circulation suppose que ce soit que le véhicule soit impliqué, mais peu importe qu'il soit à l'arrêt ou qu'il soit en fonctionnement, ce qui permettait là aussi assez de largesse pour accueillir cette nouvelle forme de moyens de déplacement. L'implication du véhicule dans l'accident qui est nécessaire à actionner ce régime de responsabilité, là également, a fait l'objet d'ajustements ou plutôt de précision par la jurisprudence, mais la jurisprudence a retenu une conception suffisamment large pour qu'il n'y ait pas, une fois encore, d'obstacle à appliquer ce régime. Autrement dit, je ne veux pas détailler tous les aspects techniques parce que je pense que je vais définitivement vous endormir, mais lorsque l'on déroulait ainsi le fil du régime juridique applicable aux accidents de la circulation, eh bien, il ne faisait pas de doute qu'il était applicable aux voitures autonomes. Est-ce à dire que nous avions résolu toute la question et que nous pouvions dire aux constructeurs, allez-y, il n'y a aucun obstacle à cette technologie? Eh bien, pas exactement. Tout d'abord parce que ce véhicule autonome, il est effectivement peut-être de la propriété de l'usager, mais pas nécessairement. Et donc se pose la question de qui devra assumer in fine la charge de l'indemnisation en cas d'accident. Est-ce le propriétaire du véhicule ou est-ce l'usager? Ensuite, il y a des raisons qui permettent d'exonérer le propriétaire de sa responsabilité. Or, ces raisons touchent justement à des pannes techniques qui ne sont pas décelables par l'usager ou qui ne sont pas dues à une faute de l'usager qui n'aurait pas pris soin de faire les réparations nécessaires et
de suivre l'état de son véhicule. Or, en matière de véhicules autonomes, on est vraiment en présence d'un objet beaucoup plus complexe que ne sont nos véhicules aujourd'hui et qui peuvent être guidés de l'extérieur. À partir du moment où un véhicule est connecté, rien n'empêche que le contrôle soit pris par un tiers, que le contrôle du véhicule soit pris par un tiers. Et donc là, nous voyons que le schéma qui semble-t-il assez simple, le cadre simple que nous avions jusqu'à présent, dont le texte ne permet pas de dire qu'il y a un obstacle à ce qu'il s'applique, eh bien ce schéma correspond finalement assez peu à ce que sera demain les moyens de transport. Si bien que nous avons réfléchi sur les autres régimes juridiques applicables en matière de responsabilité. Il y a la responsabilité du fait des choses. Là aussi, en fait, les propriétaires est présumé responsable des dommages qu'occasionnerait la chose dont il est propriétaire. Et c'est un exercice intéressant intellectuellement. Ceci dit, nous arrivons toujours au même résultat, à savoir qui va être responsable, qui va supporter la charge de cette responsabilité, et est-ce qu'on est certain que la victime pourra être indemnisée en cas de dommage. Le régime de la responsabilité des accidents de la route a cet avantage d'imposer les responsables d'être assurés, ce qui n'est pas le cas nécessairement lorsque l'on se place sous d'autres régimes de la responsabilité. Il y a par ailleurs le régime de la responsabilité des produits défectueux qui pouvait être intéressant, que nous avons évidemment abordé, et ainsi de suite. Nous sommes passés 5 minutes à différents régimes juridiques applicables pour voir là où le droit posait des principes suffisamment flexibles à l'innovation, et là où, même si sur la forme on pouvait considérer que tout était en place, eh bien, pour des questions d'opportunité, pour protéger les personnes, il semble nécessaire de procéder à certaines modifications du droit. Autre grand volet qui évidemment intéresse le juriste dès lors qu'on parle de voitures autonomes, eh bien, c'est les données à caractère personnel. Alors c'est assez étrange parce que lorsqu'il y a 4 ans, nous avons commencé à réfléchir sur cette question, les partenaires de VDCOM n'étaient pas très sensibilisés à la question des données à caractère personnel, alors que nous avions là l'objet type de l'objet connecté type. Effectivement, très vite, en discutant avec ces partenaires industriels, eh bien, nous nous sommes aperçus que cette voiture ne pouvait pas fonctionner sans les données à caractère personnel de ses usagers. Plus loin, nous nous sommes aperçus qu'il y a un réel intérêt économique à récupérer un maximum de données des usagers. Et puis, il n'y a pas si longtemps, nous avons compris que les assurances qui vont jouer un rôle extrêmement important pour le développement de ces voitures autonomes, puisque sans assurance, il n'y aura pas de marché des voitures autonomes, eh bien ces assurances disent « nous ne pouvons pas aujourd'hui évaluer le risque de l'usage des voitures autonomes. Dans la mesure où nous ne pouvons pas évaluer le risque, nous prenons un énorme risque. Et pour cela, eh bien, nous vous demandons d'avoir accès aux données à caractère personnel, parce que ces données vont nous permettre d'établir un diagnostic, et puis, bien sûr, ils vont affiner, enfin, espérons-le, de façon le plus respectable possible, affiner les primes d'assurance. Là, nous touchons à une question d'éthique, nous touchons aussi aux limites de la protection du régime des données à caractère personnel, la protection qu'offre le régime des données à caractère personnel, puisque vous voyez que s'entrechoquent une volonté de bien faire, protéger l'individu, une volonté de promouvoir l'innovation par ailleurs, et des enjeux économiques forts dans un domaine extrêmement concurrentiel. Et je dois dire que ce régime des données à caractère personnel
à mon sens, va être adapté finalement en pratique. Ce régime vient d'être consacré par un règlement. Le nouveau régime a été consacré par un règlement européen qui va être appliqué en 2018. Les entreprises réfléchissent à transposer ce régime à leur pratique, mais je pense que dans la pratique, eh bien, ce régime va être effectivement modelé aux besoins économiques, aux besoins de l'innovation, tels que poussés par les États aussi, parce que là, il y a un enjeu extrêmement important. Alors, juristes au milieu, eh bien, juristes, parfois, nous sommes zéro. Nous sommes un peu pris en tenaille entre les réflexions que nous avons et le constat de ce qui se passe. Je conclus sur juste en un mot. Ce que nous voyons aussi émerger, c'est la soft law. En fait, il y a des partenaires qui vont s'entendre entre eux pour proposer finalement un cadre juridique, un droit souple, un droit adapté à ces domaines d'innovation. Eh bien, là aussi, il y a un véritable défi pour le juriste d'accompagner ce travail d'établissement de la soft law. Je vous remercie.